André Lajoigny, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. En regardant la une de l'Humanité ce matin, je me suis dit, ça y est, tu tiens le scoop, hein, c'est écrit en toutes lettres, Monsieur Lajoigny fera une déclaration très importante. Alors, est-ce qu'il y a encore des choses que vous n'avez pas dites depuis un an, depuis que vous êtes officiellement candidat du Parti communiste à l'élection présidentielle? Je crois qu'en effet, j'ai des choses importantes à dire. Vous savez, il y a quelques mois, tous les partis politiques ont adopté à l'Assemblée nationale une loi de programmation militaire qui prévoit 474 milliards de nouveaux francs dans les 5 ans à venir, c'est-à-dire une augmentation de 40%. Or, aujourd'hui, j'ai des révélations qui sont données d'ailleurs depuis quelque temps par un journal officieux du ministère de la Défense et qui fait état d'une progression considérable des armements français. Fabrication d'un nouveau missile atomique, appelé S-4, qui pourrait remplacer le Pershing, que les Américains vont retirer d'Europe. Ça veut dire que ça va contrarier le processus de désarmement entre l'Union soviétique et les États-Unis. La fabrication d'armes chimiques, notamment un gaz binaire, je ne rentre pas dans le détail, mais qui serait, paraît-il, très foudroyant. La poursuite des essais nucléaires de Mururoa, qui ne vise pas du tout à la modernisation de notre force de dissuasion, mais à l'invention de l'arme nouvelle. Et on annonce, c'est dans ce numéro, d'ailleurs, de l'armement, des armements de 3e génération, des armes à neutrons, qui ont, comme on dit, la particularité de tuer les hommes et ne pas détruire les usines ou les habitations. Vous voyez, c'est donc une arme agressive. Et on annonce là des canons nucléaires et des lasers X, c'est-à-dire avec des effets absolument foudroyants. Bref, notre total de l'arsenal nucléaire, qui est de 200 bombes atomiques, passerait à 591 et à 1000 en l'an 2000. Et vous le regrettez, monsieur Lajoigny? Alors voilà, moi je pose la question, je ne suis pas pour le désarmement unilatéral de la France, je suis pour un désarmement équilibré. Mais quand nous sommes en présence de l'accord entre l'Union soviétique et les États-Unis, qui va détruire 2000 bombes atomiques, on va détruire 2000 bombes atomiques et des fusées vont être mises à la ferraille. Et les discussions qui se mènent aujourd'hui vont vers la perspective de réduire de 50% les fusées balistiques. Moi je dis, la France n'a pas à surarmer quand les grandes puissances envisagent et commencent à désarmer. Et je propose, oui, je termine, excusez-moi, je ne suis pas pour le désarmement unilatéral de la France, mais je propose d'arrêter le surarmement et de prendre tout de suite 40 milliards dans le budget d'armement pour consacrer à la rénovation de l'école, c'est-à-dire pour permettre à tous les jeunes, quels qu'ils soient, d'avoir leur chance, une formation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On en est aux propositions, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et ensuite, d'avoir un métier, ou sinon pas un métier, d'avoir une allocation minimale, comme nous le demandons, pour ne pas être dans la misère. Monsieur Lajoigny, est-ce que l'Union soviétique et les États-Unis ont décidé de ne plus avoir du tout d'armes nucléaires? Pas du tout. Voilà. Il y a une disproportion énorme entre les deux superpuissances et la France. Mais tout le monde sait bien que la France ne peut pas être au niveau ni de l'un ni de l'autre. Ça n'a jamais été dans la conception du général de Gaulle, qui avait la doctrine de la dissuasion du faible par rapport au fort. Et nous sommes très faibles par rapport aux deux forts. Multiplier par 5 les armes nucléaires, ce n'est pas raisonnable. Et nous sommes, pour aller vers la destruction de toutes les armes nucléaires à l'horizon de l'an 2000, il faut que la France aide à ce processus. Et en tout cas, il y a actuellement un phénomène excessif de surarmement. Il faut réduire. Et je mets au défi toutes les autres forces politiques qui ont voté cette loi au Parlement et le gouvernement de venir dans une table ronde. Je serai seul contre tous, mais je n'ai pas peur d'affronter ce débat, car je suis sûr d'avoir avec moi notre peuple. L'appel a été lancé, on verra s'il a été entendu. Avant d'évoquer la campagne présidentielle du candidat Lajoigny, je vous propose un tour d'horizon complet de l'actualité, en commençant par un chiffre. 3 milliards de francs débloqués pour les agriculteurs. C'est François Guillaume qui a officialisé la nouvelle à l'occasion de la conférence agricole annuelle. Concrètement, 2 milliards de francs contribueront au désendettement des agriculteurs. La somme provient de la vente, ou plutôt de la mutualisation du crédit agricole. Précision importante, ces 2 milliards seront distribués sur 3 ans. Le milliard restant est destiné à aider certains secteurs en difficulté et surtout l'agriculture de montagne. Alors pour mieux comprendre, voici un exemple sur le plateau de Millevaches en Corrèze. C'est dans cette zone de moyenne montagne, ou tout au moins dans une zone comme celle-là, que les agriculteurs sont les plus concernés. Reportage de Maryse Manot. Pour aller du champ à l'étable, Tony Cornier-Lyssen doit escalader 100 mètres de pente. Il y a pire en montagne, mais déjà, ce champ n'est pas labourable. Pour compenser le handicap de la géographie et du climat, Tony perçoit une indemnité annuelle de 430 francs par vache. C'est cette prime qui va augmenter de 30%. Eh bien, je touchais jusqu'à présent 17 000 francs d'ISM. Si elle a augmenté de 30%, je toucherai autour de 20 000 francs. Ces mesures, Jacques Chirac a décidé donc de les prendre pour les agriculteurs à 3 mois des élections. Qu'est-ce que ça vous inspire?
ça m'inspirait un petit sourire, parce que c'est vrai qu'à chaque période électorale, il y a toujours un tout petit train de mesures qui accompagne ces périodes électorales. Pas dupe, Tony empochera quand même ses 3 000 francs supplémentaires. Mais il se dit plus intéressé par la prime au bâtiment de montagne. Son étable est en pleine construction. Outre un prêt à bas taux d'intérêt, il va toucher une aide égale à 20% du devis. C'est le surcoût des chantiers en montagne par rapport aux zones de plaine. De même, la laiterie qui collecte le lait dans les zones difficiles d'accès va bénéficier d'une aide au transport de 60 centimes par litre. Mais pour ne pas enfreindre le règlement de Bruxelles, elle sera rebaptisée aide à la qualité. Au total, la montagne percevra 400 millions de francs supplémentaires sous forme d'aide sociale. Les aides à caractère social dépendent la vie de nombreux exploitants de la région, surtout les exploitations plus âgées. Il les faut, elles sont indispensables. Mais à côté de ça, il faudrait des aides économiques pour essayer de faire franchir le pas du développement au plus grand nombre possible d'agriculteurs et des jeunes en particulier. Un regret partagé par beaucoup d'agriculteurs qui ne trouvent pas dans ces mesures de quoi calmer leur inquiétude. À leurs yeux, l'avenir était mieux tracé par la loi d'orientation agricole, mais elle n'a pas été votée, faute de temps. Oui, André Lajoigny, vous êtes l'élu d'un département agricole, vous êtes fils de paysan, directeur de la terre. Votre sentiment sur les sommes qui ont été annoncées cet après-midi? Je dis que ce ne sont pas des mesures qu'attendent les paysans, puisqu'elles sont soi-disant là pour compenser les mesures prises. Les mesures prises, c'est 1 million d'hectares en friche. C'est la baisse des prix agricoles et c'est l'interdiction de production. Les paysans veulent produire. Ils sont comme les ouvriers, ils veulent travailler et produire. Or là, on les empêche de produire, on leur donne quelques petits subsides provisoires. Au moment d'ailleurs, je vous fais observer que les décisions européennes sont encore néfastes, encore plus néfastes pour les consommateurs, parce que maintenant on va autoriser la vente des veaux aux hormones, c'est-à-dire que la santé des consommateurs est menacée, et on va autoriser la vente du lait artificiel, alors qu'on interdit aux paysans français de produire du lait. L'actualité en chiffres, plus 0,2%, c'est la hausse du chômage en janvier. Il y a actuellement 2 557 800 demandeurs d'emploi, soit 5 100 chômeurs de plus qu'au mois de décembre. Le taux de chômage reste inchangé depuis octobre à 10,4%. Première constatation, le traitement social du chômage devient de plus en plus difficile, monsieur Lajoigny. Vous en étiez aperçu quand vous étiez avec vos amis socialistes au gouvernement en 81? Nous avons toujours combattu cette précarité, ces TUC, ces SIVP, parce que la preuve est apportée aujourd'hui qu'ils n'ont créé aucun emploi. Ça coûte très cher et c'est méprisable vis-à-vis des travailleurs puisqu'on n'offre aucun emploi stable, aucune garantie, aucun revenu réel. Et ça permet simplement de maquiller les chiffres du chômage. Car si les chiffres du chômage étaient réels, on en serait à plus de 3 millions, tout le monde le sait bien. À l'étranger, l'agitation nationaliste se poursuit en Arménie soviétique. Hier, près de 200 000 personnes sont descendues dans la rue à Erevan, qui est la capitale de la République d'Arménie soviétique. Aujourd'hui, on évoque des mouvements de foule encore plus importants. L'armée aurait pris position dans les rues de la ville. Et ce soir, on se demande sérieusement si tous ces mouvements ne vont pas déboucher sur une épreuve de force, Georges Bortoli. Oui, c'est probablement l'épreuve politique la plus dure qu'ait jamais rencontrée jusqu'à présent M. Gorbatchev, n'est-ce pas? Parce qu'il faut bien voir qu'il n'y avait pas de raison pour que ces manifestations contre un état de fait, contre un découpage territorial qui dure depuis 1923 se produisent cette année plutôt que l'année dernière ou plutôt que l'année prochaine. Donc si les Arméniens descendent dans la rue aujourd'hui, c'est parce qu'ils pensent le moment favorable et c'est donc qu'ils pensent que ça correspond à un affaiblissement du pouvoir central à Moscou. Alors évidemment, M. Gorbatchev va se voir reprocher par ses collègues du Politburo d'un peu de laxisme qui aurait conduit à cette effervescence d'agitation nationaliste en Arménie et aussi en Estonie, dans les pays baltes, etc. Il va donc être obligé de, comment dirais-je, de ne pas perdre la face devant ce mouvement de rue et en même temps il est bien sûr obligé d'éviter que l'armée qui a pris position dans la ville ne tire dans la foule. Et cela d'autant plus d'ailleurs que ça se saurait très vite parce que Yerevan, la capitale arménienne, est une ville très ouverte, parcourue par de nombreux touristes et par conséquent s'il y avait effusion de sang, ça se saurait immédiatement dans les détails. Merci Georges. Ce soir à Paris, plusieurs dizaines de personnes ont participé à un rassemblement de soutien aux Arméniens du RSS. La manifestation s'est déroulée devant l'ambassade du RSS à Paris. En Israël, l'image du jour, c'est l'arrivée de George Shultz. Le secrétaire d'État américain vient défendre, vous le savez, son plan de paix, alors que le climat se dégrade de plus en plus dans les territoires occupés de Cisjordanie et de Gaza. Un jeune Palestinien a été tué en Cisjordanie et une dizaine d'adolescents ont été blessés aujourd'hui. Jusqu'à mardi prochain, M. Shultz fera la navette entre Jérusalem, Amman, Le Caire et peut-être Damas
pour tenter d'harmoniser les points de vue. Mission délicate dans un contexte politique très difficile. Charles Anderlin. Une surprise attendait Georges Schultz à son arrivée à l'hôtel. La chanson de la paix entonnée par des dizaines d'Israéliens. Le secrétaire d'État a répondu par ce geste symbolique. Les négociations commencent dès ce soir. Le chef de la diplomatie américaine a apporté dans ses bagages un véritable plan de paix. Des propositions à géométrie variable qui devraient satisfaire au moins partiellement toutes les parties. Et d'abord la droite israélienne qui ce matin manifestait contre la visite de M. Schultz. Pas question de créer un État palestinien dans un avenir proche. Pour la gauche, dont les militants manifestaient devant l'hôtel de M. Schultz ce soir, un accord rapide devant déboucher sur un processus permettant de régler le problème palestinien dans les 3 ans. Mais surtout pour les habitants de Cisjordanie et de Gaza, des élections et un retrait de l'armée israélienne des principales localités palestiniennes avant la fin de l'année. L'administration Reagan a un sentiment d'urgence, la tension est extrêmement vive dans les territoires administrés par Israël. Ici, à Jenin, un manifestant a été tué et 5 autres blessés par balle aujourd'hui. Mais le plus impressionnant, c'est la grève générale massivement suivie partout. À Ramallah, par exemple, les habitants observent volontairement un véritable couvre-feu. Presque personne ne sort dans la rue. Les choses risquent de changer demain. Le comité clandestin du soulèvement a lancé un appel aux manifestations pendant que Georges Schultz négociera à Jérusalem. La Cisjordanie en fièvre ou la révolution des pierres, la question sera abordée ce soir dans le magazine Résistance à 22h15. Le magazine de ce soir nous montrera un pays, en l'occurrence Israël, en proie aux doutes et surtout aux contradictions. La balade irlandaise de François Mitterrand, le chef de l'État, est arrivé ce matin à Dublin pour une visite de 48 heures. C'est la première fois qu'un président français visite la République d'Irlande depuis l'indépendance du pays en 1921. François Mitterrand a entamé sa visite par une série de gestes symboliques. Jean-Michel Mercurol. Un président paré de toutes les qualités possibles, la presse de Dublin rivalise d'éloges à l'égard de François Mitterrand, au point qu'un journal ici en fait l'homme d'État étranger le plus important à avoir foulé le sol irlandais depuis John Fitzgerald Kennedy il y a 25 ans. France-Irlande, une relation culturelle déjà ancienne, une coopération européenne sans faiblesse, bref, une union parfaite si ce n'était le faible niveau de nos relations commerciales. Nous ne sommes que le 4e partenaire de l'Irlande et les Irlandais regrettent que les investissements français ne suivent pas l'exemple des Américains, des Japonais ou même des Sud-Coréens. Bonjour monsieur. Malgré tout, comme pour enraciner le renouveau de nos relations, François Mitterrand est allé planter un chêne aux côtés du président irlandais. 2 présidents auprès d'un arbre, tous 2 des arbitres, tous 2 élus pour 7 ans. Mais là s'arrête la similitude. En Irlande, son rôle est honorifique et l'actuel président est en train d'accomplir son second mandat. La visite, en tout cas, du président français en ce moment ne peut que conforter l'Irlande aux prises avec une crise de ses relations avec la Grande-Bretagne. François Mitterrand est allé finir cette première journée dans la campagne irlandaise. Il a visité une tombe préhistorique à Newgrange, sans pour autant y trouver la tranquillité qu'il aurait sans doute pu souhaiter. Voilà, François Mitterrand, président, omniprésent, mais sans être candidat officiellement. Est-ce que vous faites partie, monsieur Lajoigny, des gens qui le pressent et qui disent, bon, quand va-t-il se déclarer ? Vous savez, il se déclarera quand il en aura envie, et ce n'est pas ce que je vais dire qui va l'influencer, j'en suis sûr. Ce que je crois, c'est que... C'est important pour vous dans la perspective du 2e tour. Non, ce que je crois, c'est que ce n'est pas bon pour le débat démocratique, car nous approchons d'une élection importante, et il serait normal que tous les candidats mettent les cartes sur la table, que le débat s'engage, car aujourd'hui, vous le savez bien, le débat est occulté. Il y a même le premier secrétaire du Parti socialiste qui dit que l'élection sera moins politique qu'un choc de personnalité. Ce n'est pas sérieux. L'élection est politique. C'est-à-dire que ce que les gens attendent, c'est quelle politique va sortir de cette élection présidentielle. Oui, mais... Et ils voudraient en débattre, ils voudraient être éclairés. Monsieur Lajoigny, l'élection va aussi départager des personnalités. Alors, on va parler des hommes ce soir. J'ai l'impression que 3 hommes vous posent problème. Georges Marchais, François Mitterrand et Pierre Juquin. Alors commençons par le premier. Qui est candidat communiste à l'élection présidentielle? Marchais ou vous? Vous faites un amalgame un peu bizarre. C'est une succession de noms. Je suis le candidat du Parti communiste, désigné à l'unanimité, et je mène ma campagne à part entière. Et j'ai pour mener cette campagne le soutien des 605 000 communistes. C'est un atout que n'ont pas les autres. Les autres, ils ont les milliards, ils ont la télévision,
Et ils n'ont pas les 605 000 communistes qui militent pour moi et qui me font des appels et essayent de convaincre pour le vote communiste. Et à leur tête, le secrétaire général du Parti communiste, Georges Marchais, dont je me félicite du soutien qu'il m'apporte. Alors, monsieur Lajoigny, vous dites, je mène la campagne à part entière. Moi, j'ai l'impression qu'elle est à part partagée. On n'entend que lui, on ne voit que lui. Non, on vous voit moins souvent. C'est Mais vous même qui dans les meetings. Mais moi, je me félicite du soutien qu'il m'apporte. Mais je suis le candidat et j'entends bien mener cette campagne, je la mène Donc sans aucune difficulté. Vous vous entendez bien? Tout à fait. Alors, je me félicite de son soutien. Vous savez, on essaye d'opposer, c'est un peu votre habitude. Dans les autres partis, il y a toujours des gens qui mettent des pots de banane sous les pieds de leurs voisins. Eh bien, ce n'est pas notre cas. Et je me félicite des rapports qui existent, des rapports de confiance qui existent entre Georges Marchais et moi-même. Alors, deuxième homme, François Mitterrand. S'il se présente, s'il est candidat, s'il est réélu, que ferez-vous entre les deux tours? S'il est élu, le problème sera réglé. On viendra, oui, vous avez raison. Vous mettez un peu la charrue avant les bœufs. Oui. Non, tout le monde dit maintenant qu'au deuxième tour, il va y avoir sans doute un duel entre François Mitterrand et un des candidats de la droite. Par conséquent, le problème se réglera au deuxième tour. Mais nous disons à celles et ceux qui sont contre la droite, qui sont contre sa politique, à celles et à ceux qui ont souffert de la politique menée par Mitterrand, qui ont des critiques à faire à Mitterrand, qui ne veulent pas lui donner un blanc-seing, un chèque en blanc, celle-là ou cela, ils peuvent l'exprimer en votant communiste au premier tour, quel que soit leur choix du deuxième tour. Je sais que beaucoup, ils me l'ont dit, beaucoup m'ont dit, nous, on ne laissera pas élire Barre ou Chirac. Mais vous, ça les regarde, c'est leur affaire. Vous, pour qui voterez-vous au deuxième tour? Nous avons décidé en congrès de consulter toutes nos fédérations et de prendre notre décision au comité central le mercredi. Désistement ou pas? Je serai un antidémocrate de vous dire ce que nous ferions. J'ai évidemment, comme tout le monde, une idée, mais elle mérite d'être approfondie, et elle sera approfondie, évidemment, collectivement, et avec l'avis de tous les communistes que nous allons consulter. Peut-on avoir une petite idée de l'idée? Désistement ou pas? Vous, monsieur Lajoigny, vous? Non, je vous ai dit que nous allions réfléchir, que nous allions décider collectivement. Ce que j'ai dit à une autre antenne, c'est que les voix qui se porteront sur moi au premier tour, elles ne seront pas récupérables par les candidats de la droite. Alors, j'allais trop vite tout à l'heure, s'il est élu, s'il vous propose d'entrer dans un gouvernement de coalition de gauche, que faites-vous? Nous sommes disponibles, nous l'avons dit plusieurs fois, pour prendre des responsabilités, y compris gouvernementales, mais évidemment pour faire une autre politique. Or, si je comprends bien ce qu'il dit, Mitterrand, ce qu'il a parlé à Tours avec M. Royer, qui n'est pas connu comme un gauchiste extraordinaire, n'est-ce pas? Non, voilà. Là, vous trompez pas. Il lui a dit qu'il était d'accord avec lui, qu'il devait y avoir accord entre les formations de droite et la sienne. Eh bien, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord parce qu'il n'y a pas d'exemple dans l'histoire que quand la droite a partagé le pouvoir avec le Parti socialiste, que ça ait donné une bonne politique pour les travailleurs, pour le peuple. Monsieur Lajoigny, le troisième homme, Pierre Juquin, il vous inquiète? Il ne m'inquiète pas. Et comme je savais que vous alliez me poser une question sur Pierre Juquin, je l'ai entendu dire que nous n'étions pas démocrates parce que nous n'acceptions pas sa candidature. Vous savez, nous ne sommes pas contre les candidatures des petites formations. Mais Pierre Juquin pose un autre problème, c'est qu'il essaie de se faire passer pour un deuxième candidat communiste. Alors j'ai été désigné à l'unanimité. Donc par conséquent, sa position n'est pas une position honnête. Il est soutenu par le Parti socialiste à bout de bras, plusieurs d'ailleurs dirigeants socialistes ont fait des déclarations en sa faveur. Le dernier en date, c'est Michel Rocard, Pierre Mauroy l'avait fait, et que ces dirigeants socialistes s'apprêtent à lui donner les maires dont il a besoin pour être candidat. Alors, cela n'est pas démocrate, ce n'est pas de la démocratie, de cette hypocrisie de faire croire qu'on est le représentant d'un parti alors que ce parti a désigné démocratiquement, comme aucun parti ne l'a fait, son candidat. Mais il a le droit de se présenter. Mais c'est d'autres choses. Ce sont des méthodes déloyales et malhonnêtes envers notre parti. Nous disons que nous ne sommes pas d'accord avec cela, c'est tout. Nous ne disons pas autre chose. Merci. L'actualité politique, toujours. L'Assemblée nationale, vous le savez, a adopté hier les 2 projets de loi relatifs à la transparence de la vie politique. Aujourd'hui, les textes venaient en seconde lecture au Sénat. Ils viennent d'être adoptés en dépit de l'opposition socialiste et communiste. Explication de texte avec Pascal Guimier. Plafonnement des dépenses pour la course à l'Élysée, la barre a été fixée à 120 millions de francs. Les candidats présents au second tour auront le droit de dépenser 140 millions au total. Plafonnement aussi pour les législatives, chaque député ne pourra pas dépenser plus de 500 000 francs, les comptes de sa campagne devront être déposés auprès des assemblées. Financement des partis, seuls ceux représentés au Parlement recevront des subventions de l'État, subventions proportionnelles au nombre de leurs élus, députés et sénateurs. Les partis bénéficieront également de dons privés, donnant droit à des déductions fiscales pour les donateurs.
Enfin, contrôle du patrimoine des élus, les parlementaires rédigeront une déclaration sur l'honneur, exacte et sincère, précise la loi, déclaration spécifiant l'état de leur fortune et déposée auprès des présidents du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Les déclarations des candidats à l'Élysée, elles, seront transmises au Conseil constitutionnel et seule celle du président élu sera finalement publiée au journal officiel. Mais a priori, la transparence, vous n'y croyez toujours pas? Non, ce n'est pas de la transparence. C'est surtout pour étouffer les affaires qui ont mouillé les autres formations. Vous savez, ils se sont reprochés mutuellement. Et surtout, ces lois-là vont faire payer les contribuables pour financer les partis politiques. Nous sommes contre. Merci, vous n'avez pas de meeting ce soir, M. Lajoigny? Si, je vais à Corbeil de ce pas. J'allais dire que vous aviez donné toute votre énergie sur le plateau. Je vais à Corbeil, j'aurai encore de l'énergie pour parler. Avec Georges Marchais Tout seul. Les télégrammes. Je serai avec plaisir si Georges Marchais est à mes côtés, mais il a d'autres réunions. Tout à fait, on n'a plus le temps. Hein. Merci. Les télégrammes d'actualité avec Isabelle Stess, tout de suite en images.